Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière toujours aussi subjective les nouveautés à apparaître en juillet 2024 chez Panini Comics, ou plus exactement les nouveautés à apparaître entre le 26 juin et le 10 juillet, date à laquelle toute l'équipe de Panini s'en ira passer des vacances bien méritées au camping de la Coquille d'Or, charmant lieu de villégiature situé entre la sortie 18 de l'autoroute A31 et l'usine d'embouteillage de Soulard-les-Deux-Ivrognes. Et à part ça, comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Bon, avec seulement 3 semaines de sortie programmées avant les vacances, je pensais naïvement que cette vidéo serait rapide à boucler. Eh ben, c'était sans compter sur Panini, plus égaux à eux-mêmes que jamais, qui, en 3 semaines seulement, arrive à programmer la sortie de 45 nouveaux titres. Et encore, je compte pas les titres qui étaient prévus pour le 26 juin et qui ont été repoussés à début août, le deuxième omnibus Captain America par Ed Brubaker, l'omnibus Dark Vador de Kieron Gillen et Salvador Larroca, le deuxième Marvel Deluxe She-Hulk par Dan Slott, et le Docteur Aphra de Kieron Gillen et Kay Walker. Sans ça, on frôlait les 50 titres. Mais même avec 45 titres, soit quand même une moyenne de 15 nouveautés par semaine, si c'est pas le record de l'année, on doit pas être loin. Précisons aussi que dans ces 45 titres, il y a une collection de 9 titres à petit prix, comprenez 4,99€, collection consacrée à Deadpool, histoire de coller à l'actualité ciné et à la sortie du film Deadpool et Wolverine le 24 juillet prochain. Au programme, 9 mini-séries assez récentes, initialement parues entre 2014 et 2019. Un bon point pour Panini d'avoir sélectionné des mini-séries qui peuvent a priori se lire sans qu'on ait besoin de savoir grand-chose sur le contexte ou les personnages. Quoique, c'est pas vrai pour toutes, et en particulier pour Deadpool contre Absolute Carnage, une mini signée Frank Thierry et Marcello Ferreira, est parue en 2019 dans le cadre de l'event Absolute Carnage. Là par contre, le lecteur qui ne connaît rien à cet event risque de pas comprendre grand-chose à cette histoire. Les autres titres de cette collection sont Deadpool contre Black Panther, mini de 2018 par Daniel Kibble-Smith et Ricardo Lopez Ortiz, Deadpool contre Carnage avec la mini de 2014 par Cullen Bunn et Salva Espin, et l'annual Superior Carnage numéro 1 de Cullen Bunn et Kim Jacinto, Deadpool contre Gambit de 2016 par Ben Hacker, Ben Blacker et Danilo Beirut, Deadpool contre Hawkeye de 2014 par Jerry Duggan et Matteo Loli, Deadpool contre Old Man Logan de 2017 par Declan Shalvey et Mike Anderson, Deadpool contre Punisher de 2017 par Fred Van Lante et Per Perez, Deadpool contre Thanos de 2015 par Tim Seeley et Elmo Bondoc, et enfin Deadpool contre X-Force, une mini de 2014 écrite par Duane Swierczynski et dessiné par Pepe Larraz. La présence de Deadpool dans les sorties du mois ne se limite évidemment pas à cette seule collection à petit prix, on le retrouve un peu partout. En Marvel Must-Have ressort sa toute première mini-série, Poursuite circulaire. Au passage, on applaudira la traduction littérale, mais surtout littéralement nulle, du titre original The Circle Chase. Il s'agit donc de la mini-série de 1993, écrite par Fabian Nicieza et surtout dessinée par Joe Madureira. Un Joe Madureira tout jeune, il a même pas 19 ans au moment où paraît cette mini aux États-Unis, et ça fait pourtant déjà 2 ans qu'il bosse pour Marvel à l'époque, notamment sur Excalibur ou sur Marvel Comics Presents, mais déjà à l'époque, il est clair qu'on a affaire à un surdoué. Son style est pas encore tout à fait celui qu'on lui connaîtra par la suite. On sent ici une grosse influence de Jim Lee et encore plus, il me semble, de Dale Keown, avec ses corps massifs et ses visages extrêmement expressifs, mais c'est déjà un boulot assez remarquable. Et c'est le principal intérêt de cette mini-série. Le scénario, lui, n'est pas vraiment à la hauteur, et surtout, il s'appuie énormément sur les précédentes apparitions de Deadpool, principalement dans la série X-Force. Du coup, si on connaît pas les épisodes en question, il est assez difficile de comprendre les enjeux et les différentes sous-intrigues de cette histoire. Et puis, dernier point qui plaide pas pour l'achat de ce titre, son prix, 16€ pour moins de 100 pages. Il était un temps où Panini présentait les Marvel Must-Have comme sa collection à petit prix, c'est clairement plus le cas aujourd'hui. Au milieu de toutes ces rééditions, la seule nouveauté concernant Deadpool, c'est Badder Blood, la mini-série de Rob Liefeld qui fait directement suite à Bad Blood paru en 2017. On y retrouve donc son ami d'enfance, Thumper, qui continue d'être son meilleur ennemi, plus tout un tas de guests de Cable à Zabu en passant par Venompool, Shatterstorm, non c'est pas une erreur, et d'autres.
Côté scénario, ça n'a pas d'autre ambition que d'enchaîner les scènes de baston. Côté dessin, je trouve que Rob Liefeld vieillit bien, il ancre lui-même ses dessins, et le résultat est tout à fait chouette. On est très loin des planches qui lui arrivaient trop souvent de bâcler à une certaine époque. Si on en revient 2 secondes au film à sortir le 24 juillet prochain, je rappelle que son titre est Deadpool et Wolverine, et si Deadpool est pour l'instant omniprésent dans les sorties du mois, qu'en est-il du Canadien Griffu ? Eh bien, on retrouve le duo dans Wolverine contre Deadpool, Le Loup sort du bois, réédition d'un Marvel Deluxe de 2018. À première vue, le sommaire n'a pas changé, à savoir le one-shot de 2011 Wolverine et Deadpool Decoy par Stuart Moore et Sean Crystal, Wolverine 154 et 155 de 2000 par Eric Stephenson et Rob Liefeld, Wolverine Origins 21 à 25 de 2008 par Daniel Way et Steve Dillon, plus des extraits des annuals de 1995 et 1999 de Wolverine, le premier par Chris Golden et Ben Herrera, le second par Marc Andreiko et Walter McDaniel. On retrouve également le duo à l'affiche d'un Marvelverse, avec au sommaire Marvel Adventures Super Heroes numéro 4 par Paul Tobin et Ronan Cliquet, dans lequel Deadpool fait équipe avec les Avengers, Marvel Universe Ultimate Spider-Man Web Warriors numéro 8, où il est en duo avec Spider-Man, le Free Comic Book Day de 2009, cette fois consacré à Wolverine, par Fred Van Lante et Guri Hiru, et enfin Marvel Adventures Spider-Man numéro 3 de 2010, par Paul Tobin et Matteo Loli. Est-il besoin de préciser que ces histoires s'adressent exclusivement à un jeune public ? On retrouve enfin Wolverine en solo dans 2 titres. Le premier, c'est La mort aux trousses, en Marvel Must Have, qui réédite les épisodes 119 à 122 de sa première série régulière, un pur récit d'action datant de 1998, écrit par Warren Ellis et dessiné de main de maître par Leinil Francis Yu. Ces épisodes ont été réédités à de multiples reprises, y compris en collection à petit prix, il est donc peut-être pas nécessaire de lâcher 16€ pour se le procurer. L'autre titre, c'est la nouvelle édition spéciale 50 ans de Je suis Wolverine, 350 pages de récits divers et variés. On retrouve évidemment la toute première apparition du personnage dans Incredible Hulk 180 et 181 en 1974 par Len Wein et Herb Trimpe, Uncanny X-Men 205 de 1986, un épisode écrit par Chris Claremont et surtout sublimement illustré par Barry Windsor-Smith, qui en profitait pour réinventer le personnage de Lady Deathstrike, Uncanny X-Men 268 de 1990 par Claremont et Jim Lee, un autre classique qui met en scène Wolverine en duo avec Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, un extrait de classique X-Men numéro 25 de 1988 par Ann Nocenti et John Bolton, et puis divers extraits de ses séries solo, le numéro 10 de 1989 dans lequel il affronte Sabretooth, par Chris Claremont, John Buscema et Bill Sienkiewicz, les numéros 35 à 37 de 1991 par Larry Hama et Marc Silvestri, où Wolverine participe à la guerre civile espagnole et croise le chemin d'Ernest Hemingway, l'épisode 95 de 1995 par Larry Hama et Adam Kubert avec Vindicator en guest, et l'épisode 186 de 2003 par Frank Thierry et Terry Dodson, où il fait face une nouvelle fois au Punisher. On a également 4 épisodes tirés de la série suivante, le numéro 12 de 2004 par Greg Rucka et Derek Robertson, le numéro 32 de 2005 par Mark Millar et Carey Andrews, autre épisode situé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se déroule dans un camp de concentration, plus un récit extrait de Wolverine 72 et 73 de 2009 par Jason Aaron et Adam Kubert, et pour finir, un épisode qui ne figurait pas dans l'édition précédente, Wolverine numéro 19 de 2022 par Benjamin Percy et Javier Fernandez. On en a enfin terminé avec les sorties consacrées à Deadpool et Wolverine, reprenons donc notre programme de parution normal. En 100% Marvel, sortie du 4e et logiquement dernier tome de Ghost Rider, écrit par Benjamin Percy et dessiné essentiellement par Carlos Nieto. On y trouvera les 4 derniers numéros de la série, principalement consacrés au personnage de Talia Warroad, l'enquêtrice du FBI qui accompagne Johnny Blaze depuis le début de la série, et dont on va enfin découvrir toute l'histoire. Ça constitue une bonne conclusion et une bonne série dans l'ensemble, avec quelques hauts et quelques bas, mais qui me semble bien meilleur que tout ce qui a été fait avec ce personnage depuis des années. On a également au sommaire l'annual de 2023, parfaitement anecdotique côté scénario, mais qui permet de voir le travail de Danny Kim, qui est l'artiste sur la nouvelle série Ghost Rider Final Vengeance, qui fait directement suite à celle-ci, toujours écrite par Benjamin Percy.
Sortie également de Moon Knight, La Cité des Morts, de David Pepose et Marcello Ferreira, une mini-série qui se déroule en marge du dernier tome paru de Moon Knight, dans laquelle Moon Knight se rend dans la Cité des Morts pour tenter de sauver la vie d'un enfant et qui doit devoir faire face à tout un tas d'anciens adversaires issus de son propre passé. Un récit sans grand intérêt qui n'a d'autre vocation que de faire patienter les fans en attendant le début de la nouvelle série Moon Knight. La sortie la plus insolite du mois, c'est probablement Spine-Tingling Spider-Man de Saladin Ahmed et Juan Ferreira. On trouvera dans ce gros volume 2 histoires indépendantes mais signées par le même duo et qui surtout plongent toutes les deux Spider-Man dans un monde cauchemardesque. Le premier récit avait été initialement conçu pour être lu uniquement en numérique sur Marvel Unlimited. Cette version papier a été révisée au niveau du découpage du récit pour être adaptée au format. Les histoires de Saladin Ahmed sont pas extraordinaire. Dans la première, Spider-Man est obsédé par une comptine qu'il entend sans cesse. Dans la seconde, il se réveille dans un monde dans lequel personne ne se souvient de lui. Mais ces histoires ont l'intérêt de plonger le personnage dans une ambiance cauchemardesque dans laquelle on n'a pas vraiment l'habitude de le voir évoluer. Mais le principal intérêt de cet album, c'est le travail de Juan Ferreira, un artiste spécialisé dans le registre horrifique, à qui on doit notamment les 2 formidables mini-séries Colder, publiées en France chez Comics Initiative. D'ailleurs, celles et ceux qui ont apprécié ce titre seront sans doute ravis de voir l'un de ces personnages faire une brève apparition dans ces pages. Bref, dans une période où il est devenu très difficile de lire du bon Spider-Man, ce Spine-Tingling Spider-Man, sans être extraordinaire pour autant, est quand même plutôt une bonne surprise. Et puisqu'on en parle, passons au numéro 7 de Marvel Comics, avec au sommaire Amazing Spider-Man numéro 37 et 38, qui met à l'honneur Rec-Rap, la version débilo-monstroïde de Spider-Man, apparue au cours de l'event Dark Web. Même dessiné par Ed McGuinness, ça reste complètement con. Et à propos de complètement con, début dans ce même numéro de la série Spider-Boy par Dan Slott et Paco Medina, soit le sidekick de Spider-Man dont personne ne se souvient, qui fait ici ses premiers pas en solo. Bon, si Marvel recherche vraiment des idées à la con, je propose Spider-Chaise, l'histoire d'une chaise qui s'est fait mordre par une araignée radioactive, et du coup, maintenant, quand les gens s'assoient dessus, il reste collé. Et sinon, autre nouveauté au sommaire, et toujours pas plus enthousiasmante, le premier numéro d'Avengers Beyond, où l'on retrouve le duo déjà responsable du plus que médiocre All Out Avengers, Derek Landy et Greg Land. Le reste du sommaire est composé d'Invincible Iron Man numéro 13 par Jerry Duggan et Juan Frigeri, Immortal Thor numéro 5 par Al Ewing et Martin Coccolo, et la suite de Superior Spider-Man par Dan Slott et Mark Bagley. Et on reste sur Spider-Man avec le premier numéro de Gang War, nouvel event qui va durer jusqu'en septembre. Outre l'épisode 39 de la série régulière Amazing Spider-Man, par Zeb Wells et John Romita Jr., ce premier numéro contiendra le one-shot Gang War First Strike, qui sert de prélude à cet event, par Zeb Wells et Joey Vasquez, et puis différents tie-ins, Luke Cage Gang War 1 et 2, par Rodney Barnes et Ramon Bax, Daredevil Gang War numéro 1, par Erika Schultz et Sergio Davila, et enfin le premier numéro de la nouvelle série Spider-Woman, par Steve Fox et Carola Borelli. Terminons les sorties 100% Marvel par les numéros 8 et 9 de Fall of X, avec les titres habituels au sommaire, et mon retard habituel qui fait que je ne les ai pas encore lus. En Marvel Deluxe, outre le Wolverine contre Deadpool dont j'ai parlé tout à l'heure, sortie du premier tome du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, qui contient les 12 premiers numéros de la série de 2018, plus les one-shots Web of Venom Venom, dessiné par Juanan Ramirez, et Web of Venom Carnage Born, dessiné par Danilo Beirut. Une série qui à sa sortie a reçu un très bon accueil, ce qui me paraît assez mérité, et c'est un allergique notoire à Venom qui vous le dit. Donny Cates a su enrichir l'univers de ce personnage et explorer des pistes auxquelles ses prédécesseurs n'avaient jamais songé, et le style de Ryan Stegman convient idéalement bien à cette série. Bon, je reconnais que je suis jamais allé au bout de cette série, tellement mon allergie au personnage est brutale, mais pour ce que j'en ai lu, c'est probablement ce qui s'est fait de mieux sur Venom, ça et la série de Rick Remender. En Marvel Omnibus, il faudra patienter jusqu'en août pour lire la suite du Captain America d'Ed Brubaker, je risque bien en revanche de craquer pour Amazing Spider-Man par David Michelinie et Erik Larsen, qui réunit donc l'intégralité de la prestation de ce duo sur la série, au tout début des années 90, mais également les récits réalisés par le seul Erik Larsen, soit un affrontement entre Spider-Man et Wolverine paru en 1990 dans Marvel Comics Presents 48 à 50, un récit qui, sauf erreur de ma part, est inédit en France,
L'épisode 15 de Spider-Man de 1991, un fill-in avec Beast en guest, suivi des épisodes 18 à 23, l'arc Revenge of the Sinister Six, avec les principaux ennemis de Spider-Man et à peu près 3,5 millions de guests. Et puis on aura droit au bref retour de Larsen sur le personnage en l'an 2000 dans Amazing Spider-Man 19 à 21, un récit en 3 parties écrit par Howard Mackie. Du côté des intégrales, on nous annonce un joli programme avec plusieurs titres intéressants, dont 2 consacrés à Captain America. On aura ainsi droit à l'intégrale 1980-1981, au sommaire duquel on trouvera l'intégralité des épisodes signés Roger Stern et John Byrne, soit les numéros 247 à 255, des épisodes qui ont été réédités à de multiples reprises, mais c'est avec cette intégrale qu'on attaque les inédits de Captain America, des épisodes qui n'ont jamais été publiés en France après que l'éditeur Haredi en a cessé la publication, une période qui va en gros de 1981 à 1995. Dans ce volume, on ne trouvera que 3 épisodes inédits, les numéros 258 à 260, chacun écrit par un scénariste différent, mais dessinés pour les 2 premiers d'entre eux par le nouvel artiste régulier de la série, Mike Zeck. Sorti également d'une curiosité qui ravira les collectionneurs de vieilles choses, l'intégrale 1942, qui réunit les épisodes 13 à 16 de Captain America Comics. Joe Simon et Jack Kirby ont été remerciés par Marvel après le numéro 10, la série principale est donc désormais dessinée par Al Avison. On retrouvera également au sommaire les autres récits qui figuraient dans la revue et qui ne mettaient pas en scène Captain America, dessinés notamment par Don Rico. On continue avec la 3e et dernière intégrale consacrée à la série Untold Tales of Spider-Man de 1997. On y trouvera les 7 derniers numéros de la série, les numéros 19 à 25, que Panini n'avait pas publiés en magazine à l'époque, par Kurt Busiek et Pat Olive, le numéro Flashback -1 par Roger Stern et John Romita Sr., et on aura enfin droit aux 2 annuals de la série, dont je conseille en particulier le premier, dessiné par Michael Red et ancré par Joe Sinnott. Réédition du volume 1 de l'intégrale X-Men 1989, consacré pour l'essentiel au crossover Inferno, avec les épisodes 240 à 245 d'Uncanny X-Men par Chris Claremont et Mark Silvestri, et les épisodes 36 à 39 d'X-Factor par Louise et Walt Simonson. On assiste ici aux retrouvailles entre nouveaux et anciens X-Men, en plein cœur d'une ville de New York donnée en pâture aux démons issus des limbes. Si vous avez lu l'event Dark Web l'an dernier, laissez tomber et lisez plutôt l'original, c'est 100 fois mieux. Terminons les intégrales avec celle consacrée aux Avengers et aux années 1983-1984. Un gros volume qui réunit les épisodes 236 à 245 de la série, par Roger Stern et Al Milgrom, des épisodes dans lesquels Spider-Man s'invite le temps de 2 épisodes, les Avengers participent au Late Night Show de David Letterman, émission culte aux États-Unis, Spider-Woman ressuscite, et tout ce petit monde finit par aller affronter les Spectres Noirs, les ennemis jurés de Rome. Également au sommaire l'annual numéro 13 par Roger Stern et Steve Ditko, ainsi que la mini-série Hawkeye, écrite et dessinée par Mark Grunwald, et parue naguère en France en récit complet Marvel. Et puisqu'on parle des Avengers de Roger Stern, passons au Jour du Jugement dernier, qui paraît en Epic Collection. On trouvera au sommaire les épisodes 278 à 285 de 1987, avec en particulier l'avant-dernier arc signé par Stern, dans lequel les Avengers s'attaquent aux dieux de l'Olympe, l'annual numéro 16 ainsi que l'annual numéro 2 de West Coast Avengers, qui forment un diptyque et envoient les Avengers dans l'espace, le graphic novel Emperor Doom, dans lequel Fatalis devient le maître du monde par David Michelinie et Bob Hall, et enfin la mini-série X-Men vs Avengers par Roger Stern et Mark Silvestri, qui servit en quelque sorte de galop d'essai à ce dernier avant qu'il ne devienne le dessinateur régulier d'Uncanny X-Men. En kiosque, vous trouverez le numéro 3 des Vilains de Marvel, consacré à Fatalis, avec une assez bonne sélection de récits datant de différentes époques. Fantastic Four numéro 58 de 1967, dans lequel Fatalis s'empare des pouvoirs cosmiques du Silver Surfer. Marvel Super Heroes numéro 20 de 1969, par Roy Thomas et Larry Leiber, qui revient sur les origines du personnage et l'oppose à Diablo. Fantastic Four 246 et 247 de 1982, par John Byrne, dans lequel il reprend le pouvoir en Latverie. Doom 2099 numéro 26 de 1995 par Warren Ellis et Pat Broderick, et enfin le premier numéro de la série de 2019 par Christopher Cantwell et Salvador Larroca. En grand format, sorti de Marvel Zombies Black, White and Blood. On connaît le principe, appliqué depuis un moment déjà sur un certain nombre de personnages, de courts récits en noir et blanc avec juste ce qu'il faut de rouge pour donner une ambiance, en l'occurrence très sanguinolente.
Ça fait un moment que la franchise Marvel Zombies a dépassé sa date de péremption. Malgré tout, on trouvera quelques petites choses intéressantes ici, davantage pour la prestation des artistes que pour celle des scénaristes. Mais bon, des super-héros zombifiés qui se bouffent entre eux, quand c'est dessiné par Steve Skroce, Juan Gedeon ou Pitch Momoko, parfois ça a quand même de la gueule. Rien à voir pour les plus jeunes, Groot déraciné par Dan Abnett et Damian Kouseiro, une mini-série dans laquelle notre racine de gingembre préféré fait équipe avec Captain Marvel, l'original à l'époque où il était encore qu'un officier de l'armée Kree. Du côté des titres indés, sortis de Big Game de Mark Millar et Pepe Larraz. Bon, pour les fans de Mark Millar, ça a l'air d'être un rêve mouillé. En gros, il reprend quasiment toutes ses créations depuis 20 ans et il les fait se rencontrer au cours d'un jeu de massacre censé faire disparaître les héros à tout jamais. Pour les non-fans de Mark Millar, c'est effectivement un jeu de massacre qui s'achève sur un twist que même les moins doués des scénaristes n'osent plus employer depuis au moins 40 ans. Youpi diront les uns, tout ça pour ça diront les autres, choisis ton camp, camarade. Au moins, tout le monde devrait être d'accord pour reconnaître que la prestation de Pepe Larraz est assez formidable. Beaucoup plus intéressant de mon point de vue, le premier tome de Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta. Une route américaine au milieu de nulle part, un camionneur qui prend en stop une jeune femme rescapée d'un accident, un artefact aux propriétés étranges qui gît au milieu de la route, et puis une agente du FBI chargée d'enquêter sur une série de meurtres. Voilà quelques-uns des éléments qui sont au centre de cette nouvelle série écrite par Jeff Lemire. Je vais pas en dire grand chose de plus, tout ça est très intriguant. Lemire crée une ambiance vraiment singulière et prenante, qui gagne beaucoup à être mise en scène par Gabriel Walta, dont le trait ne fait qu'accentuer toute la bizarrerie contenue dans le scénario de Lemire. Pour l'instant, la série est toujours en cours aux États-Unis, difficile de prévoir comment tout ça va se terminer, mais pour l'instant, le voyage est vraiment captivant. A noter que Panini propose cette série dans un grand format 18 par 28 cm, et que le tome 2 est d'ores et déjà annoncé pour novembre prochain. Et à propos de Jeff Lemire, Panini repropose Family Tree, dessiné par Phil Lester, au prix désormais de 15€ pour un album de près de 300 pages. Ça me semble être un Lemire assez mineur, j'en avais déjà parlé un peu au moment de sa première parution. À 15€, je risque finalement de me laisser tenter. Sortie du deuxième tome de la nouvelle série Conan le Barbare, toujours écrite par Jim Zub, mais cette fois dessinée par Doug Braithwaite, à la place de Roberto de la Torre. Bon, clairement les planches de Braithwaite ont pas la beauté de celle de son prédécesseur, mais ça reste quand même d'un très bon niveau. Et qu'on se rassure, de la Torre sera de retour sur le troisième tome. En revanche, je continue de boycotter les intégrales Conan, Panini continue d'appliquer une pagination minimale pour un prix qui ne l'est vraiment pas, donc, en ce qui me concerne, c'est niette. Terminons avec les sorties Star Wars du mois, comme toujours. En 100% Star Wars, on retrouve individuellement les différentes séries qui figuraient au sommaire de l'anthologie Dark Droids qui s'est conclue le mois dernier, mais qui aura droit à un épilogue le mois prochain, soit la mini-série Dark Droids par Charles Soule et Luke Ross, la mini Dark Droids D-Squad par Mark Guggenheim et Salva Espin, et le tome 7 de Star Wars avec les épisodes 37 à 41 par Charles Soule et Madibek Musabekov. Et enfin, en Star Wars Epic Collection, on aura le tome 3 de Star Wars Légende, l'héritage, soit la conclusion de la série Star Wars Legacy par John Ostrander et Yann Duursema, ainsi que la mini-série Star Wars Legacy War qui lui a succédé, signée des mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite, autrement dit la vidéo consacrée aux autres éditeurs de comics français. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.